Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du 21. Je suis Lise Brunet, doctorante en psychologie et membre du 21 du LabCD, ici pour vous guider au fil de ce podcast et explorer les dernières découvertes en psychologie. Notre mission, ici, au 21 du LabCD, est de rendre la recherche en psychologie du développement et de l'éducation accessible à tous. Pour cet épisode inédit, nous avons la chance d'accueillir Jean-Luc Berthier et Frédéric Guigret pour nous parler des coniclasses. Bienvenue à tous les deux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et auditrices ? Oui, bonjour, donc je m'appelle Jean-Luc Berthier, j'ai traversé un peu toute la pyramide de l'éducation nationale, c'est-à-dire j'ai commencé comme enseignant, ensuite j'ai été principal proviseur plusieurs fois, ensuite le ministère m'a confié la formation de l'ensemble des chefs d'établissement à l'école des cadres du ministère, et puis depuis une douzaine d'années, je m'occupe particulièrement d'opérer l'application de ce qu'on sait sur la cognition vers les classes. Mon expertise, c'est surtout de connaître le terrain, connaître les classes, etc. Et donc, on parlera après de l'organisation que nous animons avec mes collaborateurs pour voir un peu comment tout ça fonctionne. Bonjour à tout le monde, Frédéric Guilret, moi je suis professeur de SVT depuis 16 ans et puis depuis pour une bonne dizaine d'années, j'expérimente sur le terrain un petit peu ce qu'on peut faire avec les apports de la recherche en sciences cognitives. Je suis devenu formateur sur ces questions-là, donc je forme les enseignants. Je suis également chargé de mission au Conseil scientifique de l'éducation nationale dans un groupe de travail qui s'appelle Métacognition et confiance en soi. Et puis, je fais partie avec Jean-Luc du bureau de Apprendre et former avec les sciences cognitives dont nous reparlerons. Alors justement, Jean-Luc, peux-tu nous expliquer brièvement ce que sont les coniclasses et comment est née cette initiative ? Alors, pour évoquer les coniclasses, il faudrait parler un peu de l'organisation que nous représentons, qui s'appelle Apprendre et former avec les sciences cognitives, avec, et c'est ce qui nous est plus connu dans le public, le concept de coniclasse. Alors, Apprendre et former avec les sciences cognitives, c'est une organisation qui a pour vocation de prendre ce que la recherche nous dit, de connaissances validées, c'est-à-dire qu'on accorde une extrême importance à la rigueur scientifique, et de transformer en quelque sorte ces connaissances en modalités pédagogiques dans les classes. Donc nous sommes très structurés, 30 groupes, et on s'occupe d'enfants qui vont de la maternelle jusqu'au cycle terminal en termes de savoir comment les enseignants peuvent appliquer les axes principaux sur lesquels on travaille, de la cognition de l'élève, mais aussi de former les élèves à leur cognition et puis de former les enseignants un peu à la modification de leur posture enseignante en intégrant les sciences cognitives. Et donc à l'intérieur de cette organisation, nous avons effectivement un département coniclasse, c'est-à-dire comment l'enseignant va-t-il s'y prendre, que peut-il faire dans sa classe avec ses élèves en travaillant, j'y vais, donc les 5 grandes directions, c'est la mémoire, c'est la compréhension, c'est l'attention, c'est l'implication active, l'engagement, et puis la métacognition. Frédéric, en tant qu'enseignant d'une coniclasse, qu'est-ce qui t'a motivé à adopter cette approche dans ta pédagogie ? Eh bien, alors, quand j'ai commencé à enseigner, comme tout enseignant et enseignante qui débute, j'ai essayé de survivre déjà les 2 premières années, simplement, à produire mes cours et à faire comme je pouvais. Après, à partir de ma 3e année, j'ai commencé à réfléchir sur ma propre pratique, comme je pense doit faire un peu tout le monde une fois qu'on a passé le début. Et puis, on est confronté aux questions, évidemment, liées aux apprentissages. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont compliquées sur le terrain en termes d'acquisition mémorial. Par exemple, je pense, tout le monde partage un même consensus sur cet aspect-là. Les élèves ont rarement les prérequis qu'ils devraient avoir, par exemple. Et ça, moi j'enseigne en lycée, mais je travaille aussi avec des enseignants de collège, de premier degré. Tout le monde, tout le temps, dit chaque année, ils n'ont pas les prérequis de l'année d'avant. Et sur le terrain, c'est une vraie difficulté. Donc j'ai été confronté à ça comme tout le monde, à des problèmes d'attention, à se dire que finalement il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas. Donc en fait, des vraies questions, on se dit comment on fait maintenant qu'on constate un petit peu tous ces problèmes, on va dire tous ces éléments liés aux apprentissages, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Alors il se trouve que dans ma formation initiale, j'ai fait une licence et une maîtrise de sciences cognitives. Donc quand j'ai commencé à questionner ma pratique, je suis allé un peu piocher dans la psychologie cognitive, je suis un peu allé chercher là-dedans.
parce que c'était un moyen pour moi à l'époque de trouver des réponses, sachant que quand j'ai commencé, il y avait peu d'éléments disponibles, il n'y avait pas d'ouvrage, il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas de formation sur les sciences cognitives. Donc j'ai commencé à tâtonner avec une collègue, on était 2 dans mon établissement, et en fait 2 dans mon académie à Versailles. On a commencé à voir ce qu'on pouvait construire pour former les élèves sur la mémoire, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. On a rencontré Jean-Luc ensuite, de là est née l'association. On a commencé à monter des formations, on a commencé à expérimenter davantage, à nourrir finalement notre pratique de théorie, la théorie de la pratique, et puis ça s'est développé. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses pour se former qu'il y avait à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments en ligne, en librairie, des podcasts hyper intéressants, des vidéos. Voilà, aujourd'hui, c'est plus accessible. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, il a fallu aller un peu chercher dans la recherche qu'est-ce qu'on sait sur le cerveau qui peut nous aider, nous les enseignants et les enseignantes, à faire mieux réussir nos élèves. Alors Jean-Luc, sur quel principe repose le concept des coniclasses ? Alors c'est assez difficile de les pointer précisément en disant ça c'est dans notre champ ou pas cela. En tout cas, d'emblée, d'abord c'est un peu le feedback de mon passé de chef d'établissement avec tous les dialogues que j'ai pu avoir avec les enseignants qui disaient régulièrement la mémoire, c'est vraiment un problème, surtout pour les petits ados, je dirais, jusqu'au cycle terminal où il y a un vrai problème de mémorisation des connaissances pour passer les examens, en particulier le bac, etc. Et puis, rapidement, les enseignants du premier degré, eux, se sont intéressés au problème de l'attention. Des problèmes d'attention dont ils disent que ça ne s'arrange pas avec les années, avec la société, bon, sans doute. Et ensuite, on s'est intéressé à d'autres champs aussi par le biais de rencontres et surtout de travail avec des experts. C'est-à-dire qu'un petit peu dans chaque grand domaine, on a comme référent des chercheurs, des gens de renommée internationale, etc., qui ont attiré notre attention sur c'est quoi la compréhension, comment ça se traite, etc. Et puis après, il y a eu l'implication active, l'engagement, qu'on appelle l'engagement. Donc ça nous a interrogé sur le mode d'enseignement. Est-ce que c'est un mode plutôt transmissif? Est-ce que c'est un mode plutôt implicatif, etc. Et tout cela fait un peu toile d'araignée. Et au fur et à mesure des rencontres avec des spécialistes, des chercheurs, etc., je précise que notre organisation est en contact quasi permanent avec environ 300 chercheurs de psychologie cognitive du monde. Et donc, ces gens-là nous apportent des thèmes nouveaux, j'allais dire des sous-thèmes, etc. Tout ça, c'est une arborescence un petit peu complexe. Et donc, rapidement, on s'est intéressé, donc, comme je le disais, à l'implication active, etc., qui entraîne déjà pas mal de modifications de posture professorale. Hein. Et puis après, dernièrement, il y a eu la métacognition, qui est un champ qu'on connaît plutôt bien, puisque Frédéric lui-même est assez expert dans ce domaine-là. Et donc, actuellement, on a 2 autres orientations. C'est celui de la curiosité, puisque cette dimension de la personnalité de l'enfant semble être majeure pour qu'il s'ouvre à l'apprentissage, ce qu'on lui sert à l'école en quelque sorte, avec un effet un peu systémique entre la curiosité et la mémoire et l'attention, la découverte, la flexibilité mentale qui fait qu'on s'intéresse à d'autres choses, etc. Donc tout ça, ça fait un peu une toile qui ne cesse de se développer. Et alors le grand thème actuel, pour lequel d'ailleurs nous sommes sollicités par les grands organismes, c'est la place de la pédagogie numérique. En particulier, puisque c'est très à la mode, que doit-on penser de l'arrivée de l'intelligence artificielle, les points positifs, négatifs, etc. Donc on travaille en gros sur ces grandes directions-là. Voilà. Frédéric, est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemble une journée type dans ta coniclasse ? Est-ce que tu as des exemples concrets d'activités ou d'exercices que tu peux proposer aux élèves ? Oui, alors, sûrement plein de choses. Alors, je vais essayer je vais reprendre un petit peu peut-être les thèmes que Jean-Luc a proposés et je vais illustrer avec des exemples de ce que je fais moi.
il n'y a rien de modélisant, bien évidemment, dans ce que je vais dire. On est bien d'accord que c'est du partage. Hein. Évidemment, la question de l'attention, je vais peut-être commencer par ça, parce que c'est une question qui est, Jean-Luc l'a souligné tout à l'heure, c'est une question importante, c'est aussi un peu la porte d'entrée dans le système cognitif. Donc, au niveau attentionnel, moi je fais plusieurs choses. D'abord, j'ai un rituel d'entrée qui me permet pour moi de faire une transition entre l'extérieur et la classe. Je fais des exercices d'attention qui ressemblent à vraiment des exercices d'attention à la respiration. Donc on va se poser et on va entraîner notre attention à rester concentré sur notre respiration. Par exemple, ça prend quelques minutes en début de séance. C'est assez apprécié des élèves en général, ce petit moment, même s'ils ne le font pas tous ou toutes, ça chacun fait ce qu'il a envie évidemment, mais en tout cas moi j'ai un cadre comme ça de quelques minutes de transition où on va travailler particulièrement sur ça. Sur le volet attentionnel, je suis aussi assez vigilant aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, aux distracteurs qui peuvent être présents dans ma classe, qui sont soit générés par l'environnement de la classe, à travers des affichages par exemple, ou voilà, ce qui se passe par la fenêtre, c'est plus difficile à contrôler, on est bien d'accord. Mais en tout cas, voilà, une vigilance sur ça, et puis sur ce que moi je vais générer comme distracteur, soit dans mes supports pédagogiques par exemple, parce que des fois on est en tension entre motiver nos élèves avec un fun fact ou alors une image sympa, mais qui vont distraire, qui vont capter l'attention là où il ne faut pas en général, puisque c'est rarement là où on veut les faire réfléchir. Donc là on voit bien la tension d'ailleurs en classe entre motiver nos élèves, les engager, les maintenir dans le travail et des problèmes plus attentionnels. Donc j'ai questionné un petit peu aussi tout ça. Sur la partie compréhension, qui est centrale en classe, évidemment, je veux dire, le premier geste que j'ai fait, j'ai changé ma question un peu à celle que je pouvais beaucoup dire avant, qui était « est-ce que vous avez compris ?» par exemple, donc il disait oui, il disait non, et quand j'avais un gros oui massif, j'étais content, les élèves étaient contents, puis on avançait. Le jour où j'ai changé ma question en « qu'est-ce que vous avez compris ?» j'ai pris une bonne claque en fait parce que je me suis rendu compte que c'est plus rassurant pour eux, pour moi, parce qu'ils le disent en toute bonne foi, hein, quand ils disent oui, ils pensent avoir compris. Mais quand je leur demande qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'ils m'expliquent, là je me dis des fois ah ok, bon ils ont rien compris. Là on va pas avancer, hein, on va refaire. Donc ça a été peut-être le premier geste que j'ai mis en place sur la compréhension, et puis j'ai commencé aussi à mettre en place vraiment des exercices de vérification de la compréhension. C'est vraiment des moments en classe dédiés à la vérification de la compréhension. Alors ça passe par des exercices divers. Un que j'aime bien par exemple, c'est après avoir travaillé un concept, je leur propose plusieurs résumés ou plusieurs schémas et je leur demande de choisir lequel est selon eux le plus proche de ce qu'ils ont compris du concept qu'on a discuté. Et je leur demande ensuite de discuter en binôme et de dire pourquoi ils n'ont pas pris les autres. Et je construis moi mes schémas et mes résumés pour aller évidemment questionner des éléments importants du concept. C'est-à-dire je vais aller questionner des liens causaux par exemple, ou des liens chronologiques ou hiérarchiques. Donc je vais vraiment aller questionner ça et je fabrique mes exercices pour qu'ils doivent réfléchir sur ces aspects-là. Donc ça, c'est un temps que je prends en classe, que je ne faisais pas forcément avant, mais dès qu'on commence à vérifier la compréhension des élèves, faut prendre un petit peu de temps, parce que souvent on se rend compte qu'il y a besoin de réinvestir ou consolider les choses. Et puis après, il y a le volet consolidation mnésique, c'est-à-dire vraiment se dire, là on est en février, combien de fois j'ai consolidé ce que j'ai enseigné en septembre ? Voilà, quand on enseigne, à un moment donné, on peut se poser la question comme ça, combien de fois j'ai consolidé ? Pour plein de raisons, on peut répondre 0. Parce que les programmes sont lourds, parce qu'on court après le temps, parce que plein de raisons. Mais si on n'a jamais consolidé ce qu'on a fait au mois de septembre, il y a de fortes chances que le cerveau ait oublié ce qu'on a fait. Mais je ne parle pas de juin. Donc du coup, il y a pas mal d'outils et pratiques qui vont être dédiés à la consolidation. C'est-à-dire, il y a ceux qu'on va mettre en place en classe, donc des moments de réactivation en classe. Donc moi, après mes exercices d'attention, j'ai des exercices de réactivation. Toujours en début de séance, il s'agit de réactiver ce qu'on a déjà fait. Alors, ce qui est fréquent, c'est de réactiver ce qu'on a fait dans le chapitre en cours. Ce qui est un peu moins fréquent, c'est de réactiver ce qu'on a fait le chapitre d'avant, le thème d'avant. Ça, c'est plus compliqué pour les élèves. D'ailleurs, ils vont dire « Monsieur, mais pourquoi vous nous parlez de géologie alors qu'on fait de l'immuno aujourd'hui ?» Oui, mais en même temps, il faut toujours savoir ce qu'on a fait sur la géologie. Donc, on va réactiver encore. Donc, il y a des moments où on va faire comme ça en classe des temps de réactivation. Et il y a des outils qu'on va donner pour aider les élèves à eux-mêmes consolider leurs apprentissages. Parce que déjà, il faut les former, évidemment, passer du temps en début d'année à les former sur les stratégies efficaces, mais il faut les outiller parce que les élèves, en général, utilisent des stratégies qui sont efficaces sur un temps très court. Un élève classique, vous lui pouvez demander comment il travaille, souvent,
Majoritairement, ça va être en faisant de la lecture-relecture, en général en bloc et non pas de manière espacée, et en général proche de l'éval pour ne pas oublier. Plein de choses qui marchent en général sur un temps très court, mais qui ne sont pas du tout efficaces pour consolider les apprentissages. Donc après, c'est comment on leur donne des outils. Donc là, il y a plein d'outils que j'ai pu utiliser. Ça va de la cocotte en papier, en passant par des bandelettes mémo pour recouvrir les éléments dans les cahiers, ou des fiches mémo que je leur envoie ou que je leur imprime, qu'ils utilisent ensuite pour se tester. Et puis peut-être le dernier élément sur lequel je pratique, ça va être autour de la métacognition. Donc là, plusieurs éléments clés. Au début de la séance, donc après avoir fait un exercice sur l'attention, mes exercices de consolidation, je présente les objectifs de la séance et là j'ai un petit travail autour de vérifier que les élèves s'approprient les objectifs d'apprentissage et qu'ils soient capables de les distinguer des consignes, des tâches qu'on fait avec eux. Parce que vous demandez à vos élèves ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris la fois d'avant? Puis ils vont vous dire, ah bah on a fait du microscope. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a appris? Bon, ben là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ils peuvent dire ce qu'ils font, mais qu'est-ce qu'ils apprennent vraiment? Quels sont les concepts qu'on a travaillés? Ça, c'est beaucoup plus flou pour eux. La plupart du temps, ils sont englués dans les tâches qu'on leur propose et ils perdent de vue les objectifs d'apprentissage. Autant dire qu'à la fin d'un cours, s'ils partent de la séance en ayant perdu de vue l'objectif d'apprentissage, on a déjà, nous, perdu pas mal de choses. Donc, je consacre du temps pour ça, vérifier qu'ils sont capables à tout moment de me dire « Ok, on fait du microscope, mais pourquoi ?» Tu sais pas. Alors, pourquoi on fait du microscope aujourd'hui? On étudie quoi? Des cellules, oui, mais quoi? Voilà, donc ce questionnement que je mène individuellement ou en binôme, quand ils sont au travail, ça fait partie de mes gestes professionnels aujourd'hui, que je ne faisais pas du tout avant. Je me rends compte que c'est pas du luxe, hein, même en terminale, quand je fais ça, je peux passer 15... je peux avoir 30 élèves, je vais voir tous mes binômes, et il n'y en a pas un quasiment qui peut me dire au début quel est l'objectif d'apprentissage. Ils sont en train de travailler, ils me disent « Bah, on fait un tableau. » Ouais, mais pourquoi? Ah, je sais pas. Alors, pourquoi on fait un tableau? Sur quoi on travaille? Et je veux dire, c'est un vrai temps. Donc, au début, et puis à la fin aussi, j'ai des petits outils type carnet de bord ou journal d'apprentissage avec ce que j'ai fait aujourd'hui et puis ce que j'ai appris. Et je leur demande de remplir voilà, ce qu'on a fait, du microscope, ok. Ou j'ai rempli un tableau, ok. Et puis la case d'à côté, surtout, qu'est-ce qu'on a appris? Voilà, et après, on termine avec mes exercices de compréhension. Voilà, donc je fais plein de choses comme ça, mais du coup, ça va m'amener à dire, pour les personnes qui écoutent, j'ai pas commencé à tout faire d'un coup, hein, évidemment, donc c'est important de le préciser parce que moi je fais ça depuis 10 ans au moins, donc évidemment, quand j'ai commencé il y a 10 ans, je faisais pas tout ça. Donc j'ai pris un axe, j'ai choisi une modalité, je l'ai mise en œuvre, je l'ai expérimenté, je l'ai ajusté, je l'ai amélioré, j'en ai ajouté une deuxième, voilà. Donc je tiens à le préciser parce que quand je dis tout ça, on me dit mais comment il fait? Bah, il fait depuis 10 ans, hein, donc déjà il a un peu d'expérience. Et puis deuxième chose aussi importante, parce que comment il fait? Bah, il y a aussi une question qui est vitale, c'est je questionne mes programmes pour pouvoir gagner du temps parce qu'on n'a pas de temps. C'est-à-dire que tout ce que je dis n'est faisable que si on dégage du temps. Parce qu'on court après le temps, les programmes sont énormes. Donc si on ne se questionne pas sur les programmes, si on ne vient pas un peu réfléchir pour gagner du temps, on ne peut pas faire tout ce que j'ai dit. Parce que tous les gestes qui sont associés aux apports de la recherche, sur le terrain, quand on est avec des élèves, ils vont demander du temps. Prendre le temps de faire un exercice sur l'attention avec les élèves, c'est prendre du temps. Vérifier la compréhension et puis revenir sur des éléments, ça demande du temps. Consolider en classe, ça demande du temps. Accompagner les élèves à s'autoréguler, ça demande du temps. En fait, tout va demander du temps. Or, du temps, on n'en a pas. Donc, moi, si je peux témoigner à la fois d'un traumatisme et ce qui m'a mis en mouvement, au tout début, en fin d'année, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai fini mon programme. C'était avec des secondes, ils ont 3 mois de vacances l'été. Je me suis dit, bon ben voilà, dernier cours de l'année, je vais vérifier ce qu'ils ont en tête avant de les lâcher. Je les préviens pas et je leur fais, alors une éval surprise qui comptait pas, hein, mais je leur dis, ouais, ils arrivent et je leur dis, installez-vous, on va refaire l'éval. Alors j'ai pas pris septembre, je me suis dit, je prends pas une éval du début de l'année, tu vas pleurer. J'ai repris une éval que j'avais donnée en février, 4 mois avant. Au mot près, j'ai juste redonné, je leur ai dit, vous inquiétez pas, c'est pas noté, on vérifie ensemble ce qui reste. La moyenne en février, sur des éléments vraiment sémantiques, était de 11 sur 20. En juin, 4 mois après, elle était de, je fais un petit suspense pour ceux qui écoutent, de 2 sur 20. Alors j'ai pleuré, avec tous les élèves qui avaient eu 20 en février, qui ont eu 0 en juin. Donc parce que même des élèves performants, la plupart du temps, utilisent des stratégies court terme. Donc en plus pour eux c'est invisible, c'est-à-dire que nous toute l'année on dit c'est bien, bravo, c'est bien, mais vous les testez à la fin, il n'y a pas grand-chose. Donc là moi j'ai pris une claque vraiment monumentale, je me suis dit ok, finir un programme ça sert à quoi si quand je teste mes élèves ils ont 2 sur 20 en termes d'acquisition sémantique, c'est pas possible. Donc j'ai commencé vraiment à réfléchir et j'ai commencé à travailler cette question de filtrer les programmes. Alors tout le monde va me dire oui, mais alors les inspecteurs, aujourd'hui quand même beaucoup d'inspecteurs sont sensibilisés à ces questions, disent qu'il faut travailler les programmes, qu'ils
s'agit pas de prendre ligne par ligne et puis de faire un TP, un cours détaillé, plein d'applications, parce que c'est pas possible, ça rentre pas. Mais il y a un vrai travail à faire pour identifier ce qui est essentiel, hiérarchiser dans une année scolaire qu'est-ce qui est on va dire, vraiment important pour eux. Alors moi je pense qu'il y a 2 filtres qu'on peut appliquer. Le premier, ça va être clairement de se dire est-ce que c'est un prérequis de l'année prochaine? Si la réponse est oui, c'est forcément essentiel. Et est-ce que ça forme le citoyen et la citoyenne de demain? Et moi j'enseigne les SVT, il y a des éléments qui sont absolument vitaux, on va dire. Tout non, mais il y a quand même des éléments sur l'éducation à la sexualité ou au développement durable. On ne peut pas faire l'exception dans le monde du 21e siècle. Sorti de là, c'est pas vital, pas important, et il faut se faire un peu violence en se disant c'est pas grave, ils l'auront pas, mais en même temps ils l'auront pas, mais je fais en sorte que tout le reste il l'est. Et c'est un vrai travail, parfois un vrai deuil, quand il faut choisir, parce qu'il y a des moments où on va se dire, bah ouais, parce que nous, on est tous experts et experts de nos domaines, on est passionnés, donc on aime tout ce qu'on fait, comme on connaît bien le domaine, on peut faire du lien avec tout, c'est-à-dire que n'importe quel item, on peut en faire un super projet, mais ça ne rentre pas. Donc en fait, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc en appliquant ces filtres-là, on arrive à se dire, bah ok, à la fin, j'arrive à gagner du temps, parce que un truc qui m'aurait pris peut-être 15 jours dans mon ancienne programmation, je suis capable aujourd'hui, si je considère que c'est pas essentiel, de passer 20 minutes dessus. Et les élèves, c'est pas la peine de l'apprendre. Ah bon, ce sera pas dans l'éval? Non. Non, je vais pas le mettre dans les évals. Ça sert à quoi que je mette ce point dans les évals, sachant que c'est pas vital et que je vais pas revenir dessus? Moi, je vais pas perdre de l'énergie et vous non plus. En revanche, les éléments essentiels qu'on a vus depuis septembre, alors ça, vous les aurez dans les évals jusqu'au mois de juin. Entre autres stratégies qu'on peut mettre en place. Bon voilà, j'ai un peu décrit plein de choses, mais voilà, c'est l'histoire d'enrichir un peu évidemment la discussion. Et est-ce que tu as observé des changements particuliers chez tes élèves, que ce soit entre le début et la fin de l'année, ou alors depuis que tu as commencé avec l'expérience que tu as pu accumuler? Alors oui, évidemment que quand on se met à pratiquer un petit peu en utilisant les apports de la recherche sur le cerveau, très clairement, on a des résultats dans sa classe et très clairement, on change définitivement sa façon d'enseigner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. À partir du moment où on a commencé, franchement, on voit les effets. Par contre, rien n'est magique, il faut être clair. C'est pas parce qu'on va mettre en place que tous les élèves vont s'en emparer et qu'on va résoudre toutes les problématiques de notre classe. Soyons clairs aussi. C'est plein de leviers pour aider nos élèves. Sur le terrain, on constate plein de changements positifs. Des élèves qui prennent confiance en eux, des élèves qui commencent à réussir là où avant ils pensaient qu'ils étaient nuls dans tel ou tel champ disciplinaire, des élèves qui prennent plaisir, des élèves qui questionnent davantage, des élèves qui comprennent pas, par exemple, et qui vont s'auto-réguler plus facilement. Donc on voit des tas de choses, c'est évident. Il y a des tas de moments. Je pratique par exemple, autre chose que je fais aussi, je fais de l'auto-évaluation immédiate dans les classes où je peux le faire. Parce que pour le cerveau, on sait que c'est mieux de faire un retour d'information dès qu'il y a engagement. Donc après mes évals, on corrige tout de suite. Quand on fait ça, on a des élèves qui nous disent « Ah là là, monsieur, mais du coup, moi j'ai mis ça, mais est-ce que c'est bon? Parce que du coup, je vois dans l'auto-éval que c'est pas exactement ce que vous avez mis. » Alors, quand c'est à chaud, ça marche bien et on a des échanges et une qualité dans la correction qui est hyper intéressante. Moi, j'ai jamais aucun élève, une semaine après, qui me disait « Ah non, monsieur, la semaine dernière, j'avais inversé la question 2 et 3. » Non, ils s'en fichent. La semaine d'après, ils ont oublié ce qu'ils avaient produit, ils ont plus rien en tête. Ils savent déjà, on rend les trucs, ils nous disent « Ah, c'est quoi? Ah, on a fait une éval la semaine dernière. » Quand ils nous disent ça, on sait que toute la correction qui arrive derrière, elle sert à rien. Donc, on voit tous ces effets, on les observe. Et puis maintenant, ce qui est intéressant, en plus de ce qu'on peut observer et qui est, on va dire, bien sûr, on va me dire « Ah, mais c'est subjectif. » Oui, évidemment, c'est des observations qualitatives que moi j'observe, qu'on est plein à observer. Mais maintenant, la recherche s'invite un peu dans les classes et maintenant, on commence à avoir des données de terrain qui sont faites en situation écologique qui vont aussi dans le même sens et qui montrent qu'il y a des plus-values dans les apprentissages, qu'il y a des plus-values dans la confiance en soi, dans l'efficacité. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, oui, bien sûr qu'on voit plein de choses hyper positives. C'est aussi pour ça qu'on continue et qu'on ne reviendra jamais en arrière. Jean-Luc, est-ce que tu peux nous parler des principaux défis que vous rencontrez dans la formation d'enseignants en sciences cognitives? Alors des défis, nous en avons beaucoup, parce que nous sommes une organisation qui est partie d'une poignée de personnes il y a 12 ans. Maintenant, nous avons 100 collaborateurs en gros, derrière des milliers d'enseignants, etc. On commence à être très connus et reconnus. C'est tout à fait fondamental par des grands organismes comme le Conseil scientifique de l'éducation nationale,
le Lapsidé, voilà, et puis l'INSERM avec Jean-Philippe Lachaud sur le thème de l'attention, un peu La main à la pâte avec Elena Pasquinelli, etc. Bref, et cette reconnaissance est tout à fait fondamentale pour nous, parce qu'on a une crédibilité auprès d'eux, mais c'est aussi une contrainte forte, c'est-à-dire qu'il ne nous est pas permis de dériver dans ce que l'on dit et ce que l'on propose, parce qu'on aurait une connotation négative vis-à-vis de toutes ces organisations, donc on est extrêmement prudent. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont acteurs dans l'organisation sont tous au moins formés par le DU de neuroéducation de Paris-Cité ou dans d'autres formations, etc. Bref, alors en termes de défis, nos ambitions sont très nombreuses. La première, je dirais la plus générale, c'est de proposer des modalités pédagogiques avec la plus grande adéquation possible entre ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau et la manière dont c'est traduit par la pédagogie en classe. Je prends l'exemple fréquemment de la mémoire. Il est stupéfiant de constater que les grandes règles de la mémorisation, c'est-à-dire la reprise essentiellement de type expansé, l'interrogation, les liens, la compréhension pour mémoriser, etc., sont souvent très mal utilisés en classe, ce qui explique quelques déficits, comme l'a signalé Frédéric juste avant, etc. Bon, et donc, trouver une bonne adéquation, finalement, nous, on s'est aperçu très vite que ça permettait à l'enseignant d'avoir des résultats meilleurs avec ses élèves. Donc, il reçoit un feedback sur son métier positif. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on n'attendait pas à ce point, c'était une modification du climat de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'élève prend conscience que finalement, d'apprendre à apprendre, pour prendre une formule très à la mode, finalement, c'était bien, c'était efficace, et surtout que ça le formait comme futur citoyen. C'est-à-dire que mieux savoir ce qu'est l'attention, la vigilance attentionnelle, etc., finalement, ça sert tous les jours, etc., alors que le terme attention ne figure qu'une ou deux fois dans le référentiel de savoir, compétences et culture, ce qui est quand même assez étonnant. Bref, donc la première chose, c'est cette adéquation. La deuxième chose, je dirais, et ça c'est ce qui m'a frappé lorsque j'étais chef d'établissement, c'est de constater cette fracture scolaire absolument terrible. Lorsqu'on dirige des établissements, moi j'en ai dirigé dans le Val d'Oise, dans des zones extrêmement difficiles, je vous assure que lorsque, à la fin d'une année scolaire de troisième, la moitié des élèves soit n'ont pas trouvé d'orientation, soit au bout d'1 an ou deux abandonnent, etc., et que cette fracture scolaire se transforme en fracture sociale, je l'ai vécu, j'ai habité dans ces zones-là, eh bien vous vous dites, et finalement, l'école, quel pouvoir a-t-elle? C'est-à-dire, dans quelle mesure peut-on limiter, estomper cette fracture scolaire? Donc ça, c'est un défi, parce que d'autres pays y arrivent. Alors pourquoi pas nous? Alors je ne dis pas que l'herbe est plus verte ailleurs, évidemment, mais en tout cas, on a certainement des progrès à faire. Et donc cette modification du rapport à l'apprentissage de l'enfant, de l'élève, c'est tout à fait fondamental. Il sait pourquoi il vient, il sait de mieux en mieux comment il va s'y prendre, et il acquiert ses compétences en fait pour toute la suite professionnelle, dans ses études, etc. Donc ça, je dirais que c'est le deuxième grand défi. Le troisième, c'est que toutes les ressources que nous créons, parce qu'on a créé des centaines de ressources qui sont disponibles sur le site et qui répondent à ce triptyque-là, de la rigueur scientifique. Nous ne proposons aucun élément qui ne soit pas conforme à ce que dit la communauté scientifique, on lui fait confiance. La deuxième chose, c'est que ce soit accessible, c'est-à-dire que l'enseignant se dise « c'est pour moi »,
j'ai constaté un problème attentionnel chez les petits, etc., etc. On essaye de lui fournir des ressources que l'enseignant pourra mettre en application, j'allais presque dire, demain dans sa classe. Donc, deuxièmement, c'est l'accessibilité. Et la troisième chose, c'est l'innovation. C'est-à-dire, vraiment, on est dans une étape de bascule vers une autre manière d'enseigner, une autre représentation du métier d'enseignant. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous sommes conviés par le ministère dans le cadre, par exemple, des CARDI, les cellules de l'innovation, ou même le dispositif NEF, Notre école, faisons-la ensemble, etc. Parce qu'ils sentent bien que du côté des sciences cognitives, il y a quelque chose à innover qui paraît solide, qui paraît crédible. Donc ça, c'est peut-être la troisième chose. Alors, le quatrième défi, c'est évidemment, ça tombe sous le sens, mais c'est que le maximum d'enseignants puissent être sensibilisés à tous ces éléments-là et qui se disent, finalement, je peux m'y retrouver là-dedans, je peux progresser, je peux un peu changer ma manière de faire, parce que, finalement, c'est ce que la plupart des personnes nous renvoient, c'est que ce mouvement-là, il est irréversible. On ne peut pas aller à l'inverse d'une meilleure connaissance du fonctionnement du cerveau, c'est quand même le cerveau qui apprend. Donc, si on ajuste la pédagogie en fonction du fonctionnement naturel du cerveau, je ne vois pas pourquoi on ira en arrière. Donc, l'idée, c'est évidemment de sensibiliser le maximum d'acteurs, si vous voulez. Donc, pour prendre un indicateur peut-être un peu simpliste, mais depuis 12 ans, je me suis quand même adressé environ à 50 000 enseignants, c'est-à-dire en gros 500 interventions. La plupart du temps, ce sont des volontaires qui viennent, ils ne sont pas convoqués, ils sont sollicités, ils viennent, et donc il y a un vrai attrait, il y a une attractivité, et les enseignants se disent, là, j'ai peut-être un fil pour raccrocher à quelque chose de plus efficace, etc. Alors, ça ne veut pas dire, et loin de là, que tout le monde, tous les enseignants, voilà, ou les responsables de l'éducation vont adhérer tout de suite, bien sûr. Et l'un des défis, c'est d'essayer de diffuser, de sensibiliser, de convaincre, etc. Ça ne veut pas dire que ce qu'on propose, c'est parole d'or, etc. Mais en tout cas, notre ambition, c'est d'essayer de toucher le plus grand public possible. Alors, il n'y a pas que cela, parce que tout ça fait système. Il ne s'agit pas que de former les enseignants qui vont mettre en place des pédagogies, mais il s'agit aussi de faire comprendre aux élèves comment leur cerveau fonctionne pour qu'ils soient un peu, j'allais dire, des complices pédagogiques des enseignants. Mais tout ça ne peut se faire dans un établissement que si la direction de l'établissement, les directeurs d'école, les principaux, les proviseurs, un public que je connais bien, puisque quand j'étais responsable de leur formation à l'école des cadres, je sentais bien que ça peut faire, comme on dit, projet d'établissement. C'est-à-dire, on se dit, le collège va changer, etc. C'est pour ça que, par exemple, on est à l'origine de quelques initiatives tout à fait sympathiques qui sont des CONI-écoles, des CONI-collèges. C'est-à-dire qu'on finit par faire adhérer quasiment l'ensemble de la communauté du collège. Et alors là, on s'aperçoit que c'est un développement un peu géométrique, un peu exponentiel. Donc ça, c'est un petit peu un grand défi. Alors, il y en aurait plutôt un autre défi, c'est peut-être celui d'être de plus en plus reconnu par les responsables du système éducatif, ce qui est le cas, il faut le dire quand même. Souvent, les recteurs, les DAZEN, c'est-à-dire les responsables départementaux, tous les responsables des grands organismes de l'éducation du ministère, en général, non seulement adhèrent, mais nous sollicitent. Donc ça veut dire qu'au niveau du ministère, même si c'est un gros système, voilà, un gros mammouth, comme disait le ministre Allègre, mais on sent bien quand même que les responsables sentent qu'il y a quelque chose à faire. Mais, comme je le disais précédemment, ce qui est important aussi pour nous, c'est d'être reconnus
par des grands organismes, par exemple le CESEN, le Lapsidé qui prend une ampleur tout à fait considérable, des départements plus spécialisés comme l'INSERM, etc. Et j'ai quand même été assez étonné il y a quelques semaines lorsque la directrice, on appelle ça la déléguée générale de EdTech, EdTech c'est un ensemble de 460 startups ou organisations de la technologie pour l'éducation, qu'est-ce qu'on fait de la pédagogie numérique, etc. Je n'ai pas frappé à leur porte, c'est l'organisation elle-même qui est venue nous voir en nous disant les sciences cognitives, on sent que ça a sa place à prendre dans la pédagogie numérique. Quid de l'intelligence artificielle, de cette floraison de start-up, d'applications numériques, etc. Et donc, c'était quand même assez révélateur de voir qu'un organisme comme ça, qui est énorme, 460 entreprises, vient nous voir en nous disant « Vous avez quelque chose à dire à tous les concepteurs de pédagogie numérique pour qu'elle soit la plus adaptée possible à tous les niveaux pour l'apprentissage littératie, numératie, pour l'apprentissage des langues, etc. Donc on sent qu'il y a là une montée en charge, une montée en reconnaissance de l'application des sciences cognitives dans l'apprentissage. Frédéric, concrètement, comment se déroule la collaboration entre les chercheurs en sciences cognitives et les enseignants dans le cadre des Coniclasses ? Oui, parce que je le disais tout à l'heure, les labos s'invitent un peu dans la classe. Alors j'ai envie de dire, le labo et la classe, c'est un mariage un peu à bénéfice réciproque. Je pense que c'est intéressant de le préciser parce que c'est vrai que les chercheurs en général, ils manquent un peu de la connaissance du terrain. Et puis dès qu'ils doivent fabriquer du matériel pédagogique, évidemment, ils ne sont pas non plus forcément experts, à la fois des didactiques, des élèves et de leur niveau. Donc là, les enseignants et les enseignantes, il y a une vraie plus-value à travailler avec des chercheurs, parce qu'on va aller participer. Alors évidemment, c'est toujours extrêmement intellectuellement, c'est une aventure super intéressante de participer à une recherche-action en tant qu'enseignant. On peut participer à l'élaboration de matériel qui sera utilisé ensuite dans le cadre de la recherche. Donc ça va évidemment nourrir le labo. Et inversement, je trouve que le labo va former les enseignants, notamment quand on se questionne, à une démarche vraiment scientifique, pour le coup, pour questionner ces pratiques. Et parce que c'est assez peu connu, finalement, comment est-ce qu'on fabrique des connaissances scientifiques, quels sont, on va dire, les grands éléments clé d'une recherche-action, le fait qu'il faut un groupe test, un groupe action, qu'il faut un pré-test, un post-test, tout un ensemble d'éléments qu'on ne questionne pas du tout quand on cherche à mesurer dans la classe si ça marche. Nous, qu'est-ce qu'on fait en général, les enseignants? On regarde, puis à la louche, on dit « Ah oui, ils sont contents, c'est bien, ça marche ». Bon, oui, ça marche peut-être, mais on ne peut pas du tout savoir si ça marche parce qu'on était très content de mettre en place un truc et que du coup, notre joie s'est transmise aux élèves et on était hyper souriants et enthousiastes, et du coup, ils ont mieux travaillé. On se dit, ah, ils ont mieux travaillé aujourd'hui, mais rien à voir avec ce qu'on a fait concrètement. Donc c'est difficile, nous, d'aller finalement identifier des liens causaux précis entre les gestes professionnels qu'on va mettre en place et les effets sur les élèves. On a des indicateurs, on va dire, souvent c'est qualitatif, c'est assez subjectif en réalité. Donc c'est très dur pour nous, sur le terrain, d'aller mesurer ça. Et je trouve que quand on travaille avec des chercheurs, on apprend ça, en fait. On apprend un petit peu les méthodes qui sont utilisées en laboratoire. Alors, bien sûr, nous, on ne pourra jamais faire ce que fait un labo, évidemment. Mais être sensibilisé à la démarche, aux outils de la recherche, je trouve que ça nous rend plus, on va dire, quand même un peu plus pro sur la façon dont on va évaluer nous-mêmes après ce qu'on va mettre en place. Un petit peu plus vigilant et vigilante sur les biais quand on va regarder justement ce qu'on met en place. Donc ça, c'est hyper enrichissant en tant qu'enseignant-enseignante de travailler avec des chercheurs. Donc je trouve que voilà, les deux se nourrissent beaucoup et de plus en plus d'opportunités maintenant se développent pour les enseignants et les enseignantes pour participer à des recherches-actions. Et puis, quand les élèves, souvent aussi, ils aiment bien quand même. Il y a un côté... participer à la recherche, quand on leur dit on va participer à une recherche, ce que vous allez faire, ça sert, la recherche, ça va servir à d'autres. Il y a un côté pour les élèves aussi qui est quand même assez sympa aussi, je dois avouer. Donc voilà, les avantages, je dirais qu'il y en a quand même pas mal en réalité, des deux côtés, donc ça c'est quand même super intéressant. Des défis quand même, pour revenir aussi faire du lien avec ce qu'on a dit juste avant, peut-être des défis, si quand même concrètement, nous les enseignants, les enseignantes, on est quand même pris dans des routines, le manque de temps, et c'est pas si évident, malgré l'enthousiasme, malgré l'envie,
d'arriver à mettre en place des protocoles de recherche qui soient suffisamment bien implémentés pour être conservés par les laboratoires. Il y a des contraintes parfois, mais j'ai envie de dire bassement matérielles. Mais moi, j'ai participé à une recherche-action. Il fallait imprimer un livret de bord en je ne sais pas combien d'exemplaires. Il y avait un livret par élève. Le livret faisait 30 pages. Bon, là, il y a un problème hyper concret de... comment je fais pour faire des photocopies? C'est-à-dire que j'ai pas de crédit. Là, il faut donc tout à l'heure Jean-Luc signalait l'importance que les équipes de direction soient impliqués, là, typiquement, on est sur un défi concret. Voilà, le labo est venu, les enseignants et les enseignantes sont partants, mais il faut faire 560 photocopies pour pouvoir mettre en place l'expérimentation. Bon, là, il faut aller taper à la porte du chef ou de la chef et dire « Bonjour, alors je participe à une recherche-action, il me faudrait un crédit de 500 photocopies. » Voilà, donc bon, c'est à la fois rigolo et en même temps, c'est des contraintes professionnelles. Donc il y a ça, il y a le manque de temps. Au début, on est à fond, on va le faire une fois, 2 fois, puis après, on est pris par le temps, on n'arrive pas à faire plus. Or, dans cette recherche, il faut le faire au moins 8 fois, donc on quitte le dispositif parce qu'on n'a pas le temps. Donc, il y a des défis de mise en œuvre qui ne sont pas évidents, évidemment, quand on expérimente. Et puis, un dernier petit défi aussi, ça reste quand même de former, parce qu'évidemment, un autre intérêt, c'est de former sur un certain nombre d'éléments, et souvent, c'est un peu associé quand même dans les protocoles de recherche. Et là, ça vient un peu questionner comment est-ce qu'on forme des enseignants, les dispositifs. C'est pas toujours facile. Par exemple, dans le premier degré, il y a un volume horaire annuel de 18 heures qui est souvent déjà pris par le plan français, le plan maths. Donc il y a déjà des volumes horaires pris. Donc il faut aller d'un coup aller prendre des heures pour former. Mais souvent, c'est établi très longtemps à l'avance parce qu'il faut remplacer les enseignants qui vont se former. Donc il y a plein de contraintes après pour pouvoir les mettre en place. Donc ça, c'est aussi, pour les labos, c'est pas toujours évident parce qu'il y a aussi l'autorisation parentale, il y a aussi donc il y a plein j'ai envie de dire de trucs un peu administratifs de terrain comme ça qui sont parfois un peu un défi, ouais. Alors, vous qui êtes au cœur de la formation, est-ce que vous pouvez nous parler davantage des événements et des formations qui sont proposés par l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives? Comment est-ce que vous faites pour sensibiliser, former les acteurs de l'éducation aux sciences cognitives? Si vous voulez, je suis en moyenne sollicité 2 fois par semaine pour être présent, pour représenter les sciences cognitives de l'éducation dans différents lieux, pour des publics différents. Je vais vous donner quelques exemples, ça sera concret. Là, dans les semaines qui vont venir, je vais intervenir au salon du Comité international des jeux mathématiques, donc là c'est vraiment axé maths. Au cours du mois de juin, je me déplace également à Lyon pour un colloque national des psychologues. Donc ça, c'est le genre de présence que j'assume. Mais il y a, par exemple, depuis quelques années, je sensibilise des territoires entiers pour les enseignants du premier degré, avec un partenariat, on peut appeler ça comme ça, avec une grosse maison d'édition. Et donc, ils essayent de promouvoir des ouvrages novateurs, innovants, et donc on me demande de poser les bases de la cognition de l'apprentissage, etc. Donc j'ai déjà fait 4 ou 5 ou 6 vastes territoires, etc. Alors, on est par exemple présent au prochain forum des sciences cognitives, qui a lieu donc à l'École normale supérieure. Alors, ça, ce sont les événements, mais on a aussi des petits événements. Je veux dire, ce n'est pas forcément grandiose, mais par exemple, nous assurons toutes les 6 semaines des webinaires, mais qui sont des webinaires de partage avec 50, 60 personnes, des enseignants, sur des thèmes bien précis. Par exemple, le thème de l'attention maternelle. Par exemple, vous montez un projet Coniclass, comment peut-on faire, etc., etc. Donc ça, depuis quelques années, on en a déjà produit pas mal. Et donc, on a toute une programmation de petits événements comme ça. Et alors, ce qui fait un peu c'est un peu le fleuron de nos événements, c'est le Coniforum. C'est-à-dire, tous les ans, nous montons un forum en mode distanciel avec 3 interventions majeures de grands experts sur des thèmes vraiment liés évidemment à l'éducation, mais on associe à cela 20 ou 25 interventions qui sont en quelque sorte des ateliers
où on fait intervenir des doctorants, des profs qui ont déjà bien expérimenté tel ou tel point, etc. Alors nous vérifions évidemment la crédibilité. Voilà, donc ça a lieu pendant 10 jours et on commence à avoir une certaine image positive de notre association à travers ce genre d'événements. Alors en termes de formation, la stratégie, elle est multiple. C'est-à-dire soit ce sont des formations de type field, c'est-à-dire des formations d'intérêt local dans les établissements. Alors comme on n'est plus en mesure, parce qu'on a tellement de demandes qu'on a tissé un réseau de formateurs locaux qui sont des gens qui ont suffisamment de connaissances dans le domaine pour présenter, pour expliquer, peut-être pour suivre un petit peu ce qui se passe au sein d'un établissement, d'un collège, d'une école, etc. Donc c'est les formations locales, mais on a aussi des formations de formateurs, c'est-à-dire pour relayer toute cette affaire. Nous formons des formateurs qui, à leur tour, vont former. Il y a toute la problématique de la formation des formateurs. Et puis alors après, à un niveau encore beaucoup plus large, nous sommes donc partenaires du ministère par le biais de ce qu'on appelle le dispositif Magistère. Donc Magistère, c'est un ensemble de parcours. Et donc on en a déjà produit 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Le plus connu, c'est celui des sciences cognitives de l'apprentissage, qui est un parcours massif avec 14 petits chapitres en quelque sorte, mais il n'y a pas de contrainte linéaire, on peut jouer à saute-mouton entre les différents modules et qui couvre à peu près tous les volets de la cognition de l'apprentissage. Et il est construit sur la base justement de préconisations sciences cognitives. Donc voilà un petit peu tous les dispositifs de formation, mais par exemple pour le ministère, on produit aussi des webinaires, par exemple pour le dispositif NEFL, notre école faisant ensemble, on a inscrit en 2025 5, 6, je ne sais plus exactement combien, de webinaires de formation. Donc c'est un peu multiple. Ce n'est pas un dispositif qui va produire des effets, pas tant, voilà, mais c'est un ensemble de dispositifs nationaux et ensuite académiques, départementaux et sur le terrain. On arrive à la fin de ce podcast. Alors Frédéric, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux enseignants qui souhaitent intégrer les sciences cognitives en classe, mais qui ne savent pas forcément par où commencer ? Oui, disons, alors dans l'ordre 1, je dirais bien, il faut se former. Donc ça, pour ça, un conseil peut-être, c'est d'identifier des personnes fiables, ou des institutions, des personnes, des groupes qui publient, mais à qui on peut faire confiance, parce qu'on va trouver pléthore de choses. Donc je dirais, essayer d'identifier quelques acteurs qu'on peut suivre, dont on peut faire confiance dans les contenus scientifiques pour ne pas les re-questionner, pour être sûr d'être sur quelque chose de rigoureux. On peut citer évidemment apprendre et former avec les sciences cognitives, mais le 21 du LabCID, le CESEN, il y a des chercheurs qui publient, je pense à Jean-Philippe Lachaud, Grégoire Borst, Steve Masson, il y a des gens dont on sait que ce qu'ils racontent, c'est sérieux. On peut y aller, c'est pas la peine d'aller vérifier ce qu'ils racontent. Donc une fois qu'on a fait notre petite veille, qu'on a lu un ouvrage, suivi une conférence, en général, une fois qu'on a compris un peu comment fonctionne le cerveau, on va être confronté à des exemples pédagogiques concrets. Donc après, deuxième conseil, je dirais, on y va, on en prend un, celui qui est le plus en raccord avec ce qu'on est nous, ou nos élèves, notre contexte, et on le teste. Et alors quand je dis on le teste, l'idée vraiment c'est se dire, ok, je vais le tenir un certain nombre de fois. Parce que tester qu'une seule fois et se dire ça marche pas, c'est un peu dommage parce que peut-être que la première fois qu'on va faire une fiche mémo, on va y passer tout le week-end. Alors déjà c'est pénible parce que c'est le week-end. On va passer du temps, elle sera belle, on va arriver, on va dire regardez les élèves, j'ai un super truc et ils en auront rien à faire. Et là on va se dire puisque c'est comme ça, je vous ferai plus jamais rien. Bon, changer des pratiques chez les enseignants, les enseignantes ça prend du temps, chez les élèves ça prend du temps, donc tenir nos dispositifs aussi, ça va pas marcher la première fois, peut-être pas la deuxième, peut-être pas la troisième. Des fois, c'est l'année d'après. Moi, j'ai des élèves, ils me croisent dans les couloirs l'année d'après, ils me disent « Ah, monsieur, ce que vous m'avez dit l'année dernière, je le fais cette année, ça marche bien. Hein » Ah bah super, parce qu'avec moi, l'année dernière, t'as pas fait un truc. Mais c'est pas grave. Bon, ok, donc on plante des graines. Donc, tenons les dispositifs. Voilà, on sait que ça marche, la recherche dit que ça marche.
si on implémente correctement, on devrait avoir des effets. C'est pas automatique, mais il faut qu'on tienne les dispositifs. Donc vraiment, mon deuxième conseil, c'est vraiment les tenir. Troisième conseil, je l'ai déjà dit, je le reprends, mais c'est quand même questionner un peu nos programmes pour gagner ce temps et être à l'aise, pour tester quand même. Malgré tout, à un moment donné, il faudra questionner. Le temps, il faut le questionner. Sinon, on est tellement routinier, on finit toujours une minute après la sonnerie, donc c'est compliqué de trouver les espaces. Donc quand même, à un moment donné, il va falloir questionner un peu ça, d'une manière ou d'une autre. Et le dernier conseil, peut-être, c'est rester bienveillante avec soi. On fait un métier qui est dur. Sur le terrain, c'est pas simple. Il n'y a pas toujours la reconnaissance associée. Donc, quand on questionne ces pratiques, il faut le faire avec beaucoup de douceur avec soi-même. Il ne s'agit pas de se dire « Oh là là, mon Dieu, mais alors ce que je fais depuis 15 ans, ça va pas, c'est nul. » Alors, on s'en fiche. Déjà, se questionner, c'est bien. Trouver le temps de mettre en place, c'est bien. Ça va se faire petit à petit. Voilà, on le fait doucement parce que ce boulot, on le fait avec tout notre cœur, toute notre énergie, on y passe du temps, un temps fou, et non pas que 24 heures par semaine, on y passe beaucoup plus de temps que ça, on y passe nos vacances, on y passe notre vie en réalité. Et donc, quand on se questionne, quand on réfléchit, quand on met en place, faut le faire vraiment en restant doux avec soi. Et voilà, ce sera mon dernier conseil, c'est rester vraiment doux avec soi. Vous savez, l'une de nos meilleures récompenses, c'est lorsqu'un enseignant, et je peux vous dire que nous avons de nombreux témoignages dans ce sens, qui nous disent, eh bien, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, mon métier a changé et j'ai plus de goût à venir enseigner, etc. Ça, c'est extraordinaire. Et comme le disait Frédéric tout à l'heure, on rencontre des élèves plus tard qui nous disent la manière d'étudier en université, etc., elle a changé. Je sais maintenant que pour mémoriser, il y a des outils qui sont plus efficaces que d'autres. J'ai enfin compris comment ça marche, la mémoire, l'oubli, etc. Et actuellement, on mène une merveilleuse expérience qui va s'étaler sur plusieurs années d'une école qui se crée et qui se crée sur la base des sciences cognitives de l'apprentissage avec un peu de couleur Montessori, je dois le dire, une école bilingue où l'apprentissage de la musique aide à développer l'attention, etc. Et ça, c'est une expérience formidable et on l'a fait avec les enseignants, avec les personnels d'éducation. En école premier degré, ce sont les ATSEM, avec les familles, etc. Et donc on étudie, alors c'est une forme de recherche-action, hein, où on étudie, où on observe l'évolution de chacune de ces catégories de personnes pour voir quel c'est peut-être un incubateur de l'école du futur. Et je ne vous cache pas que derrière, on a le projet de reproduire ce type d'organisation pour une école en plein milieu de l'Atlas marocain. Alors quand on voit l'effet que ça produit, ça nous rend très très optimistes. Mais il y a beaucoup de travail derrière. Voilà, et on est à la recherche constante de collaborateurs qui, avec de la formation, peuvent venir apporter leur pierre à l'édifice. On arrive à la fin de cet épisode du podcast du 21. Merci beaucoup Jean-Luc Berthier et Frédéric Guilleret d'avoir été avec nous pour partager cette discussion passionnante autour des Coniclasses. Merci à tous nos auditeurs et nos auditrices d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié ce voyage scientifique avec nous, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des dernières découvertes en psychologie. On vous souhaite une très belle journée, merci à tous et à toutes, et à bientôt pour un nouveau podcast.